politique de protection des captages prioritaires. Dans ce cadre, j'organise en lien avec la TBVB et Charlotte, que je remercie, donc des webinaires consacrés à la protection des aires d'alimentation de captage. Donc aujourd'hui, on a un sujet intéressant, la présentation de la démarche de révision des DUP de certains captages en eau souterraine dans le 22 pour aller vers une suppression des produits phytosanitaires. On va avoir deux interventions. En premier, d'abord Estelle Castel, responsable assistante technique eau potable au SDEP 22, qui va nous présenter la démarche globale du maître d'ouvrage. Et ensuite, on aura une intervention de Véronique Gonzalez, responsable du pôle EDCH à la RSDD 22. Et Véronique nous présentera la manière d'accéder aux informations sur un captage AEP, notamment les DUP, la qualité de l'eau. Et enfin, nous présentera la démarche de révision, donc la partie enquête publique, consultation en CODERS, l'arrêté de DUP pour terminer. Voilà, donc il est 11h02, 11h03. On va pouvoir démarrer. Donc, on va laisser la main tout d'abord à Estelle, que je remercie, et à Véronique ensuite, que je remercie également pour les présentations de qualité qui ont été préparées en amont. Tout ça sera, comme on me l'a déjà demandé par mail, diffusé sur le site de l'Adréal et le site de la BVB, qui a une chaîne YouTube consacrée à nos webinaires. Voilà, avec donc les diaporamas qui seront également accessibles. Eh ben, à tout à l'heure pour la conclusion. Il y aura des questions qui seront prises. Vous pouvez également les écrire dans le chat au fur et à mesure si vous le souhaitez. À tout à l'heure. Merci Sophie pour cette introduction. Moi, je vais vous présenter en effet la démarche de révision des périmètres de protection et captage d'eau souterraine zéro phyto. Le SDAP, juste quelques mots d'introduction sur le syndicat départemental d'alimentation en eau potable pour ceux qui ne connaissent pas cette structure qui en fait gère l'interconnexion au niveau du département des Côtes-d'Armor, via un réseau d'interconnexion de 300 km près. On a également en propriété les trois plus grosses retenues du département qui sont Kernével, le Gouët et l'Arguenon. Pardon Estelle, est-ce que tu as défilé déjà? Est-ce qu'on reste bloqué sur la première? Non, 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 non. Non, d'accord, En fait, je pardon. parle juste un petit peu, voilà, pour D'accord, introduire l'émission du SDAP. pardon. Mais en effet, je vais remettre le sommaire. Déjà, chacun va pouvoir regarder le sommaire. Ok, Et juste pour parfait, ça présenter marche. le contexte de notre structure, je ne sais pas si tout le monde la connaît. Voilà, donc nous, on a récupéré donc du département des Côtes-d'Armor les trois grosses retenues du département qui alimentent en fait les trois grosses stations de traitement d'eau potable en aval. Donc on vend de l'eau brute à Saint-Brieuc Agglomération, à Saint-Brieuc Armor Agglo, OSMAP et ASMKU. Et en 2019, le SATEP PPC, qui est le service d'assistance technique traitement eau potable, qui était hébergé au département, a basculé donc au SDAP. C'est pour ça que désormais, depuis 2019, on a une mission d'animation et d'assistance auprès des collectivités du département, adhérentes du SDAP. Donc moi, je vais vous présenter rapidement le contexte en fait des périmètres de protection dans le département, la qualité de la ressource d'eau souterraine et également donc la procédure de révision des périmètres puisque c'est le choix qui a été pris dans le département, enfin en tout cas pour au niveau celle que l'on met en œuvre et en place au niveau du département des Côtes-d'Armor pour les périmètres en captage d'eau souterraine qui ont une problématique de qualité d'eau. Et enfin, sur le pro, je vous donnerai aussi quelques petites nouvelles sur notre projet de révision du protocole départemental d'accord et de notre protocole d'indemnisation. Alors, sur les périmètres de protection, dans le département, vous avez ici une carte qui représente l'ensemble des surfaces, des zonages concernés par les périmètres d'eau souterraine et d'eau de surface. En eau souterraine, c'est le sujet d'aujourd'hui, ça représente 4 900 à peu près hectares de zonage, dont environ 2 300 hectares de SAU.
Donc ça fait rapporté à la SAU globale du département 0,5%. Donc c'est une petite part de la SAU du global du département. Je pense que c'est intéressant de rappeler les surfaces. Si on regarde les eaux superficielles, on est à 1,3% de la SAU du département. Donc en tout, en fait, en SAU, dans les périmètres, ça fait à peu près 1,8% de la SAU globale. Donc, chez nous, on a 25 mètres d'ouvrage sur les Côtes d'Armor, 7 dans les départements limitrophes, hein, donc des périmètres qui sont sur le département, mais exploités par d'autres maîtres d'ouvrage en dehors du département. Et donc, 111 périmètres de protection, 90 pour les eaux souterraines et 21 pour les eaux de surface. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être les 90 périmètres de protection pour les eaux souterraines. Sur la qualité d'eau, enfin sur la localisation, vous avez ici de représenter, donc nous les captages d'eau souterraine, bah, comme dans tous les captages, ils sont soit comment alimentés par par un puits, soit par un forage. Donc on a 25 zones qui sont alimentées par un ou plusieurs forages, 51 zones de captage par ou par 50, enfin 51 voilà, zones de captage par un ou plusieurs puits. On a également 6 sites mixtes alimentés par puits et forage et un champ drainant. Donc ici sur la carte du département. Un petit point sur la qualité de l'eau. Donc là, on a refait une carte qui reprend les résultats de qualité d'eau brute depuis 2020, enfin depuis 2022. Donc 2022, 23, 24, ça fait 3 années, en reprenant en fait l'analyse la plus, là où il y avait la plus, la plus importante en fait en termes comment, le maximum en termes de pesticides. Donc, nous, on a fait le choix de prendre les pesticides pertinents et non pertinents qui permettent de bien caractériser la vulnérabilité et la contamination du captage. Donc, ici, sur les 99 résultats, vous avez donc Ah. 17 qui sont inférieurs, 17 captages, 17 zones de captage inférieures à 0,1 microgramme par litre. Il y en a 49 qui sont situés entre 0,1 et 0,5 et 33 supérieurs à 0,5 microgrammes par litre. Donc c'est important voilà, de retenir, c'est que voilà, on a 82 sur les 99 sites mesurés. On en a 82 qui sont au-dessus des 0,1 microgrammes par litre. Donc je rappelle, pertinent plus non pertinent. Sur les molécules que l'on retrouve le plus fréquemment, on ne va pas être très original parce que je pense que c'est un petit peu le cas dans les autres départements bretons, mais les amétolachlore, les améthazachlore, l'atrazine des éthyles, la SDM et les acétochlore. Alors en 2024, on n'avait pas le chlorothalonil dans le contrôle sanitaire, on a pris les mesures de l'ARS pour faire cette carte précédente. Mais on a donc le chlorothalonil, le R471811, qui est également très présent quasiment enfin, dans les eaux de surface, notamment dans 100% des eaux superficielles des rivières. Donc on va retrouver également dans les eaux souterraines, hein. Donc 73% des quantifications sont des herbicides et 13% des fongicides. Mais c'est important également de relever, c'est que 50% de ces molécules sont autorisées, mais 43% interdites déjà donc, ça veut dire également bah, qu'on va retrouver, et notamment, je pense au dinotherme, voilà, qu'on va le retrouver interdit depuis 30 ans, on va le retrouver encore dans nos ressources d'eau souterraine, ce qui veut dire que nos molécules, en fait, on les garde longtemps dans les interstices, dans la roche, dans les eaux. Alors, j'arrive à la procédure de révision de nos périmètres de protection, donc en zéro phyto, juste un petit peu sur le contexte quand même de nos démarches ici dans le département des Côtes d'Armor. On avait en fait depuis 1984 des protocoles d'accord qui permettaient d'encadrer la démarche de mise en place des périmètres de protection. Donc depuis le premier daté de 84
le deuxième de 97 et le troisième de 2005. Donc à chaque fois, il y avait des prescriptions qui figuraient dans ce protocole et également dans ce protocole de protection, le protocole d'indemnisation qui était basé sur le protocole d'éviction de la Chambre d'agriculture de 84 et qui permettait d'indemniser les exploitants et les propriétaires euh, des prescriptions qui étaient imposées dans les DUP. En 2020, je pense que tout le monde se rappellera du phénomène, enfin de l'épisode ESA-métolachlore avec qui était à l'époque pertinent. Euh, Nous, à l'époque, on avait 78% des prélèvements d'eau souterraine qui contenaient de l'hexamétholachlore, hein, et donc plus de 40% qui étaient supérieurs à 0,1. Et du coup, au niveau du département, on a pris les choses un petit peu à bras-le-corps parce que il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais toute ces dossiers de dérogation qui ont dû être enfin, qu'on a commencé à rédiger d'ailleurs, hein. On en avait 16 dans le département en eau souterraine qui étaient soit NC1 ou NC0. Il y en avait également en eau de surface et puis en retenue. Donc, on a commencé en fait déjà en 2021 à parler de zéro phyto et à parler de révision de nos DUP. Chez nous, dans le département, on avait en 2017, l'ensemble de nos captages d'eau avaient un arrêté préfectoral et donc certains étaient très anciens et il fallait revoir en fait ces arrêtés préfectoraux. Donc, on a rédigé un guide au niveau du SDAP en 2023 qui permettait d'encadrer la démarche et en tout cas on a revu également le protocole d'indemnisation zéro phyto dans le cadre de ce guide de révision. Voilà, qui est parti. Alors, ça ne remplaçait pas exactement le protocole de 2005, mais en tout cas, ça donnait un cadre pour les procédures, pour les maîtres d'ouvrage qui souhaitaient s'engager dans une procédure de révision de périmètre de protection. En 2024, la Chambre d'Agri a produit un nouveau protocole d'éviction qui est venu du coup abroger celui de 84 et par conséquent abroger notre protocole d'indemnisation, puisque nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre protocole d'indemnisation, euh, elle prend comment dire, en fait, il est basé sur ce protocole d'éviction de 84. Donc là, depuis cette année, on est en révision de protocole d'accord de protection, mais également de protocole d'indemnisation. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure en fin de présentation. Alors, sur le nombre des périmètres en cours de révision, on en a 5 déjà qui ont enfin, le dernier va arriver là cette semaine, je l'ai compté dedans, hein. On a 5 périmètres de protection zéro phyto. On a 11 démarches qui sont engagées, donc plus ou moins, il y en a qui commencent là tout juste, et puis il y en a qui vont bientôt passer l'enquête publique. En tout cas, on a 11 périmètres et on a eu 2 abandons de procédure, c'est-à-dire que 2 maîtres d'ouvrage ont souhaité abandonner la procédure de révision. Sur les surfaces en SAU, on est en moyenne sur les périmètres qui ont été révisés. Vous voyez, ce n'est pas des grosses surfaces, hein. On est à 28 hectares de SAU en moyenne pour les périmètres révisés. Et puis sur les périmètres en cours, alors on n'a pas encore forcément le nouveau périmètre de protection, mais en moyenne, on est aussi, vous voyez, sur du 27 hectares, hein. Donc si on prend l'ensemble, on peut se dire que là, sur les 16 périmètres, on oscille entre 450 et 500 hectares de SAU. Alors, sur la procédure de révision, c'est une procédure identique à la procédure de création d'un périmètre de protection, c'est-à-dire que vous avez tout d'abord toutes les études préalables à mener. Alors, nous, ce que l'on fait, c'est que systématiquement, on questionne l'aire d'alimentation du captage, c'est-à-dire qu'on demande au bureau d'études de définir les contours de l'aire d'alimentation afin de prendre les pollutions diffuses.
Donc, lorsque cette aire d'alimentation n'est pas simple à déterminer, on engage des études complémentaires avec, par exemple, l'implantation de piézo ou des mesures sur les cours d'eau, etc., en haute eau, basse eau. Donc, ce sont tout de suite des démarches qui peuvent conduire à allonger, on va dire, le temps des études préalables. Mais voilà, ça c'est important de le dire, c'est qu'on questionne toujours l'aire d'alimentation. Ensuite, bah, vous avez l'avis de l'hydroagréé, la consultation interservice et l'enquête publique, le CODER, c'est la DUP. Je vais pas revenir sur cette partie-là puisque Véronique va y revenir tout à l'heure. Euh, on prend en compte donc les nouvelles prescriptions et le nouveau zonage. Donc dans le guide de révision dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a redéfini deux zones. Une zone très sensible qui est en herbe ou en bois, sans phyto et sans fertilisation. Le pâturage dans le département est autorisé avec un maxi en chargement à 1,2 UGB par hectare, donc c'est très extensif et une zone complémentaire avec des cultures possibles, mais sans phyto et avec une fertilisation autorisée inférieure à 570 kg par hectare et par an. Donc, on prend en compte donc, cette nouvelle stratégie de protection avec une couverture. Alors, je mets au moins 90, des fois c'est plus, mais ça se rapproche des 90. On n'a pas fixé forcément ce seuil-là, mais on essaye d'être entre 90 et 100% de l'aire d'alimentation pour du captage. Et ensuite, donc une fois qu'on a passé donc l'enquête publique, le CODERS, la DUP, qu'on a cette DUP, on a passé à la mise en place de cette nouvelle DUP et on indemnise notamment les exploitants et les propriétaires avec des nouveaux coefficients et qui figurent également dans le guide de révision et qui sont voilà, destinés à prendre en compte le zéro phyto. Donc ça, c'est pour la démarche. Je pourrais revenir tout à l'heure si vous avez des questions. Démarche classique de création d'un périmètre de protection, mais obligatoire lorsque vous révisez un périmètre de protection. Alors, la méthode, nous, on met en place un copil, en fait, au démarrage des études préalables avec le maître d'ouvrage. Donc, nous, on accompagne les collectivités qui souhaitent s'engager dans cette démarche de révision. Il y a également les services de la DDTM, de l'ARS, de la Chambre d'Agri, de l'Agence de l'eau, les différents acteurs du bassin versant et de la SAFER, parfois. Donc, on fait systématiquement des réunions donc au démarrage et également à l'issue des études préalables et avant l'enquête publique, en tout cas pour présenter aux agris le nouveau zonage, les prescriptions, en tout cas les mettre au courant dès le départ de la procédure, ça c'est important. Euh, on recherche également du foncier en dehors des périmètres. Donc, quand je dis on, c'est le maître d'ouvrage qui bien souvent s'abonne à l'outil Vigifoncier pour pouvoir être au courant de toutes les parcelles qui peuvent être vendues ou les exploitations même, hein, en dehors du périmètre pour ensuite procéder à des échanges fonciers. On propose également de l'animation, changement de pratique pour pouvoir, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la zone complémentaire, les cultures restent possibles, mais sans phyto, donc en désherbage mécanique. Le bio, les produits utilisés en bio, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais sont également autorisés. Sur les motivations et les avantages de la révision donc d'un périmètre de protection en zéro phyto, ça va être tout d'abord, et bien évidemment, l'effet qui est recherché, c'est d'améliorer la qualité de l'eau brute et parfois anticiper sa dégradation, hein, tout dépend d'où on part, et l'apparition éventuelle d'une nouvelle pollution. Donc, l'idée, c'est de prendre en compte tous les produits phyto, pas que les pertinents, mais également les non pertinents, pour qualifier donc la vulnérabilité et la contamination du captage. Alors, l'azote, on en parle peut-être un peu moins, mais on a encore des captages qui sont problématiques, hein. Donc, on va prendre bien sûr en compte également l'azote, puisque la zone très sensible, on est en zéro fertilisation. Donc, on va prendre l'azote, bien évidemment. Donc, le nouveau zonage, comme je vous le disais tout à l'heure, qui va prendre en compte donc l'ensemble de l'aire d'alimentation et donc les pollutions diffuses.
Donc, dans les motivations également et les avantages, c'est que cela va permettre d'éviter l'implantation d'un traitement au charbon actif. Alors, parfois, il y a des maîtres d'ouvrage qui font le choix de mettre du charbon actif en plus. Mais voilà, lorsqu'on n'est pas, la plupart du temps, les maîtres d'ouvrage ne sont pas, enfin, les autres sont, sont conformes, hein, puisque sont inférieurs à 0,9 et pour les métabolites non pertinents en tout cas. Et donc, il n'y a pas forcément obligation à traiter, mais ça, c'est à l'appréciation de chacun. Donc, mais en tout cas, voilà, ça évite aussi d'implanter un traitement au charbon actif pour les stations d'eau souterraine, puisque la plupart du temps, il n'y a pas de traitement sur les stations d'eau souterraine. La révision de la DUP va être aussi l'occasion de faire le point sur d'autres problématiques et d'intégrer des nouvelles prescriptions, le cas échéant. On parle beaucoup de phyto, mais il n'y a pas que les phytos, hein, on peut avoir aussi d'autres problématiques. La voie réglementaire, qui est donc celle que nous avons choisie, va permettre d'agir sur le long terme en inscrivant des prescriptions dans un nouvel arrêté préfectoral. L'idée, c'est d'éviter d'y retourner tous les 2 ans et d'agir sur le long terme en ayant donc une nouvelle DUP, un nouvel arrêté préfectoral voilà, qui va s'appliquer. Alors, au niveau des difficultés et des freins, alors du côté de l'exploitant agricole, hein, c'est bien sûr l'obligation de changer ses pratiques, hein. Lorsqu'on est en conventionnel, bah, de passer en désherbage mécanique. En plus, la plupart du temps, c'est une partie de son exploitation. Donc, ça ne va pas forcément être simple de passer donc en désherbage mécanique. Alors, voilà, c'est souvent compliqué à mettre en œuvre et ce n'est pas forcément son modèle. Euh, sur la partie zone très sensible, ça va être également ce qu'on nous remonte, c'est la durée de vie des parcelles en herbe, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de fertilisation non plus de possible. Le retournement des parcelles n'est pas possible dans la zone très sensible. Donc au bout d'un moment, bah, la parcelle s'appauvrit. Donc ça, c'est une difficulté pour la zone très sensible. On a également le montant des indemnisations qui est jugé trop faible au regard de la perte de la marge brute voilà, qui nous est retourné bien souvent. Du côté du maître d'ouvrage, on va retrouver le coût de la procédure. Je vous ai fait une slide tout à l'heure pour présenter le coût de la procédure et sa durée. On part sur 2, 3 ans, hein, de procédure, comme une création. Il y a du temps long, hein. Après, c'est vrai que si on faisait les choses très vite, ça pourrait être plus rapide, mais voilà, il y a le temps de l'instruction également qui va rallonger un peu la durée. Donc, il faut compter entre 2 et 3 ans, 3 ans même, je dirais, pour une démarche de révision. Alors, on a également, c'est vrai, les pressions de la profession agricole et la défiance vis-à-vis de la démarche zéro phyto, puisque bien souvent, on préférerait on va dire, une démarche un peu mixte avec, pourquoi pas du zéro phyto, mais avec un rattrapage chimique, ce qui est la voie que l'on n'a pas comment choisi chez nous, c'est du zéro phyto strict en fait, hein. Et également la difficulté à trouver du foncier en dehors des périmètres et à être considéré prioritaire par les comités techniques SAFER lorsqu'il y a des candidatures à l'achat de parcelles, c'est-à-dire lorsqu'il y a des parcelles en dehors et que le maître d'ouvrage candidate, il n'est pas toujours prioritaire, même lorsqu'il est en révision, même lorsqu'il y a une problématique dans son captage. Bon, bah voilà, il y a peut-être les jeunes exploitants vont être privilégiés ou d'autres agris vont être privilégiés par rapport à la vente. Donc ça, c'est un vrai souci. Sur le coût moyen d'une démarche de révision, alors là, je vous ai pris le cas d'un captage. Nous, on a des petits dans le département, des petits captages d'eau souterraine. On a des plus gros aussi, mais bon, bien souvent, on est quand même autour de 50 hectares, donc ce qui est peu. Donc, il faut compter à peu près entre 28 et 30 000 euros pour les études préalables et l'avis de l'hydroagréé, environ 10 000 euros pour la procédure administrative et l'enquête publique. Donc, je parle de procédure administrative, c'est également, vous savez, tout l'envoi des conventions, l'envoi des arrêtés préfectoraux, le calcul du montant des indemnisations pour les propriétaires, tout ce travail qui est réalisé par le centre de gestion chez nous dans le département, mais qui peut être fait également par d'autres structures. Là, le coût de commissaire enquêteur, la publication dans les journaux, voilà, pour compter à peu près 10 000 euros. Ensuite, une fois qu'on a la DUP, les indemnisations des exploitants et des propriétaires.
Je vous ai mis une enveloppe, hein, c'est un petit peu à la louche, hein, mais c'est le coût à peu près, ça nous est revenu pour enfin, au maître d'ouvrage pour les périmètres qui ont été révisés. Ensuite, il y a toujours des travaux et des aménagements qui vont être réalisés dans le périmètre immédiat et des aménagements éventuellement aussi de l'environnement sur le périmètre avec l'implantation de haies, de talus plantés, etc. Donc, on est sur un montant moyen de 130 000 euros hors subvention. Il faut savoir que ces démarches-là sont bien subventionnées par l'Agence de l'eau, notamment pour les études hydrogéologiques, et par le SDAP également, hein. Le SDAP finance, subventionne toute la procédure désormais, et pas que les études préalables, va subventionner également la procédure administrative, ce qui n'est pas le cas pour l'Agence de l'eau, va subventionner les indemnisations et les exploitants à hauteur de 60% quand l'Agence de l'eau subventionne 50%. Et on va subventionner également tout ce qui est travaux et aménagements dans le périmètre immédiat, mais comme l'Agence de l'eau également. Donc, au bout du compte, il y a quand même, ce sont des démarches qui sont largement subventionnées sur au total, quoi. Alors, comme je vous le disais, c'est un montant moyen, ça peut vite être multiplié par deux, par trois, voire plus, hein, si il y a besoin de mener des études hydrogéologiques plus poussées. Nous, ça nous est arrivé sur plusieurs périmètres, hein. On est parti sur des études, donc sur un an, avec des études complémentaires. Et là, ça fait tout de suite monter un petit peu ça fait monter le montant. Alors, je voulais terminer ma présentation pour voilà, vous parler du projet de révision du protocole départemental de protection des captages d'eau et du protocole de révision, puisque l'un ne va pas sans l'autre, du protocole de révision du protocole d'indemnisation. Euh, le guide, en effet, notre guide de révision, dont je vous ai parlé tout à l'heure de 2023, n'est pas un vrai protocole d'accord, hein. C'est un protocole d'ailleurs, enfin, c'est un guide qui a été fait uniquement pour aider les maîtres d'ouvrage qui souhaitaient s'engager vers vers les démarches de révision, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, en 2022, il y avait je sais pas, 15 ou 16 maîtres d'ouvrage qui étaient concernés par les dossiers de dérogation. Et avant le déclassement de l'hexamétholachlore en non pertinent, voilà, on avait engagé ces démarches de révision. Les maîtres d'ouvrage ont décidé, ont souhaité maintenir ces démarches de révision des périmètres de protection. Donc, on a souhaité réviser le protocole d'accord qui est devenu obsolète et qui concerne également les eaux de surface, alors que le guide de révision concerne que les eaux souterraines. Donc, en fait, on a lancé tout un travail qui est mené conjointement avec l'ARS, la DDTM, les collectivités également, l'ensemble des EPCI du département et puis des syndicats également, des syndicats d'eau du département, l'association Eau et Rivière, la Chambre d'agriculture, l'Agence de l'eau et la SAFER. Donc là, l'objectif, hein, c'est de rédiger un nouveau protocole départemental de protection d'eau souterraine et d'eau superficielle qui va intégrer le zéro phyto pour les eaux souterraines, mais on va devoir porter une autre réflexion pour les eaux superficielles, qui va également consister à réviser le protocole d'indemnisation des exploitants et des propriétaires, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est devenu obsolète, puisqu'il était basé, notre protocole d'indemnisation était basé sur le protocole d'éviction de la Chambre de 84, qui est donc périmé, enfin qui est devenu voilà, obsolète. Et donc, on va également définir une nouvelle stratégie partagée de protection des captages d'eau dans le département. Quand je dis une protection, enfin une stratégie partagée, c'est qu'on se rend compte que dans le département, en fonction des maîtres d'ouvrage, il y en a qui partent sur de l'animation, d'autres sur de la révision, d'autres voilà, d'autres sur des études. Et là, l'idée, c'est que on partage une vision commune de ce qu'est un captage d'eau contaminé et des procédures qu'il faut mettre en place ou du travail, en tout cas de la stratégie qui est à mettre en place pour les protéger. Donc là, c'est un travail qui est en cours, hein. Euh,
avec l'ensemble des partenaires. Et l'idée, c'est de restituer donc auprès de nos élus. Chez nous, dans le département, on a un COPIL qui est composé d'élus. Enfin, on a deux COPIL, un COPIL technicien, un COPIL élu, qui est chargé justement de valider les choix, les décisions. Et là, l'idée, c'est de faire valider donc les décisions qui seront ensuite voilà, qui seront prises donc en COPIL départemental en 2026. Alors, ce sera peut-être 2027, mais en tout cas, le travail est d'ores et déjà engagé. Donc, le pilotage comment, est soumis d'ouvrage de SDAP. On a une réunion mensuelle avec l'ensemble des partenaires que je vous ai cité tout à l'heure. On a également fait le choix d'être accompagné par un cabinet d'avocats pour la partie juridique et par un expert foncier agricole pour la partie indemnisation. Donc là, c'est un travail, c'est tout récent, hein, c'est vraiment un travail en cours voilà, qui n'a pas encore, bien sûr, abouti, mais que l'on souhaite voilà, revoir, notamment le protocole d'indemnisation, une nouvelle stratégie d'indemnisation qui prendra en compte le protocole d'éviction de la Chambre le nouveau, là, de 2024. Donc voilà, je suis allée assez vite, mais je sais que le temps est compté, donc il est déjà 11h30. Mais je suis Merci. disponible pour répondre à vos questions, peut-être après la présentation Oui, de Véronique, Sophie. oui, je pense qu'on va faire comme ça, sinon on risque de réduire l'intervention de Véronique. Merci en tout cas pour la présentation hein, en toute transparence, tant au niveau des chiffres que des freins hein, pour mener cette action. Donc on va laisser Véronique prendre la main sur le diaporama suivant et puis on garde les questions pour tout à l'heure, effectivement. Il y en a certaines dans le chat si tu veux regarder, Estelle, pour se préparer à tout à l'heure à y répondre. Que Euh, Véronique, c'est bon pour toi pour le partage de ton diaporama? Dites-moi, je pense pas avoir le bon écran là. Tac. Est-ce que vous Oui, voyez? parfait. C'est bon. C'est bon? C'est bon. Je ne touche plus à rien. Non, c'est bon. Je coupe mon micro. Je te laisse. Bonjour. Alors pour ma part, après la présentation véritablement de la démarche très complète d'Estelle, moi je vais déjà aborder pour vous où trouver des données ressources qui pourraient vous intéresser, à commencer par savoir où sont les périmètres de protection et l'arrêté en vigueur de périmètres de protection du captage qui vous intéresserait. Donc, à savoir que a été ouvert par anticipation depuis 2 ans là maintenant, un portail national de mise à disposition des informations relatives au captage et au périmètre de protection qui s'appelle Carto, donc vous avez l'adresse ici, donc qui permet d'accéder aux informations sur les captages, sur les périmètres de protection et même les arrêtés de DUP. Pour accéder à ce portail, il faut s'inscrire, parce qu'on considère quand même que les captages sont une donnée sensible, donc une inscription et une acceptation des conditions générales d'utilisation du portail est nécessaire préalable. Les logins sont limités dans le temps aussi. Euh, et donc, je vous ai mis le lien vers le formulaire d'inscription. Euh, les... Tout n'est pas encore totalement au propre. Le site est encore en montée en charge. Donc, vous pourrez peut-être, avec votre connaissance locale, trouver encore des choses qui ne sont pas encore totalement au carré. Il ne faut surtout pas hésiter à faire savoir à votre AS, en l'occurrence à votre DD, s'il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait nettes. On finalise la montée en charge.
et région par région. Et il y aura une instruction qui nous est promise. Et à l'issue de cette instruction nationale, on fera une publicité un peu plus marquée sur l'existence de ce site. Peut-être prendre un instant, je ne sais pas si ça va marcher. Je tente un partage d'écran pour aller sur le site. Est-ce que ça veut? Non, ça veut pas. Ça fonctionne. On est sur le site. Donc là, on est sur La page d'accueil. Carto. Vous avez la page d'accueil qui explique ce qu'on trouve, qui redonne les conditions générales d'utilisation. Il y a aussi une foire aux questions qui permet euh, d'avoir quand même pas mal d'éléments intéressants. Je vais, moi, sur le site de cette façon. À chaque fois, vous accédez euh, à une fenêtre pop-up d'abord, et cette fenêtre pop-up dont vous vous débarrasserez très vite. N'hésitez pas à la réouvrir parce qu'elle est bourrée d'informations intéressantes sur comment naviguer sur ce site. Pour la réafficher, il faut cliquer sur le petit point d'interrogation qui est ici. Imaginons vous recherchez un périmètre de protection. On va aller au hasard sur la commune de Bron, en moteur de recherche. Ici, vous pouvez ensuite interroger une zone. J'aurais pu cliquer directement sur le captage aussi. Là, c'est pour vous indiquer qu'on peut interroger aussi bien les données relatives au captage que les données relatives au périmètre de protection. Je vais prendre celui-là et prendre celui-là. Si je clique directement sur le captage, Véronique, juste, est-ce que c'est possible de parler un petit peu plus fort? alors, Moi, j'ai mis mon micro à fond, enfin, j'ai pas trop de retour. Merci. publié, l'essentiel des DP qui est publié par certains éditeurs. Allô. Voilà, il y a quelqu'un qui parle, je n'entends rien du tout. Ah non, c'est là, on t'entend plus. C'est haché. Mon Zoom est en HDMI. Et sinon, on revient et on va tendre l'oreille. Ah, c'est un problème. J'ai coupé la vidéo, mais ça n'a pas l'air d'être mieux. Non. Si, ça va, on t'entend, hein, c'est bon. Là, tu te connectes sur le site J'ai cliqué en fait sur le petit lien depuis le captage et vous voyez que si tout se passe bien, vous voyez que s'ouvre la euh, DP. l'arrêté de DUP. Donc, Hmm, vous pouvez ainsi accéder à cet arrêté. ok. Il est aussi possible, partant du site Carto, de télécharger la couche des périmètres de protection qui vous intéressent. Donc, il y a la couche des périmètres immédiats, rapprochés, éloignés, mais aussi les éventuels projets. Si on est au stade de l'avis d'hydro, on pourrait éventuellement avoir publié le tracé dans son état de projet. Bon, à date, au niveau de la Bretagne, vous devriez trouver que des DUP, très peu d'avis d'hydro. Euh, on les avait publiés à la base que lorsque l'arrêté DUP n'avait pas encore été publié. Mais on n'a pas, a posteriori, publié tous les avis d'hydro des PPC disposant déjà d'une DUP. Le formulaire, je suis revenue sur le diaporama, le formulaire d'inscription au site, je vous ai remis le lien. Donc là, il faut
C'est un login personnel et il faut identifier votre structure par son code sirène au moment de la transcription. Et le login qui vous sera octroyé aura une durée par défaut d'1 an. À vous de solliciter le renouvellement quand Carto vous dira que vous arrivez à date de péremption. Ça, c'est par rapport au périmètre de protection. Maintenant, par rapport aux aires d'alimentation de captage, dont parlait Estelle tout à l'heure, et qui effectivement sont réinterrogées à l'occasion des procédures de révision de périmètre de protection, c'est quand même l'occasion de se poser cette question. Il y avait un site qui s'appelait air au pluriel-captage.fr qui hébergeait les aires d'alimentation de captage qui avaient été définies dans le cadre des captages prioritaires. Ce site, désormais, est hébergé par Eau-France et donc qui a repris tous les aires d'alimentation de captage. J'ai mis le lien ici. Et une instruction, en fait, ce site c'est assez nouveau. Une instruction là aussi est à venir pour informer notamment sur les modalités d'alimentation de ce site avec les nouvelles aires d'alimentation de captage qui auront pu être définies par les maîtres d'ouvrage. Et a priori, ça serait via donc, un maître d'ouvrage qui aurait réinterrogé son aire d'alimentation de captage à l'occasion de telle ou telle procédure, ferait connaître à la DDTM ce périmètre d'aire d'alimentation de captage et ce seraient les DDTM qui remonteraient de manière globale l'ensemble de ces aires d'alimentation de captage pour alimenter le site, pour que ça soit pas acteur par acteur qui alimenterait ce site. A priori, on serait là des réflexions d'alimentation de ce site. Je parle sous le couvert de Sophie. À savoir que via le lien là vers la métadonnée, ces données, donc contrairement au périmètre de protection de captage sur Carto, où il faut accéder au site de Carto pour disposer de la couche de périmètre de protection de captage, on peut accéder via la fiche de métadonnées de des aires d'alimentation de captage. Ici, on peut accéder aux URL pour avoir les services en flux des WMS, WFS des aires d'alimentation de captage. Et donc, du coup, en disposer directement sur son QGIS, sur son ordinateur, sur ses couches, donc en direct live. Voilà. Pas obligé de télécharger les données. Ça, c'est pour les périmètres de protection et les aires d'alimentation de captage. Une chose que j'ai pas dit par rapport aussi au périmètre de protection, c'est que à terme, le site Carto, donc une fois que ça sera propre, à terme, il alimentera le géoportail de l'urbanisme. Donc, toutes les contraintes relatives au périmètre de protection seront aussi affichées sur le géoportail de l'urbanisme. Donc, périmètre de protection, aire d'alimentation de captage. Maintenant, où trouver les informations sur la qualité des eaux, sur la qualité des ressources. Et donc, pour les ressources souterraines, il faut savoir que toutes les données du contrôle sanitaire des ARS, en sus des suivis, par exemple, de l'Agence de l'eau, Loire-Bretagne, alimentent le site ADES. Vous pouvez retrouver, donc vous allez sur ADES aux France, vous cliquez sur accéder aux données. Ensuite, vous voulez des données sur la qualité de l'eau, vous choisissez la commune qui vous intéresse et vous pouvez trouver l'ensemble des données analytiques disponibles, publiques, disponibles sur cette ressource. Là, j'ai fait l'exercice sur un captage. On peut même obtenir des chroniques, des graphiques. On peut télécharger les données. Donc, on retrouve là aussi bien données agence de l'eau que données contrôle sanitaire et puis que données aussi réseaumétriques.
Donc, ou avec une visualisation directe de ce qui vous intéresse. Là, j'ai fait la visualisation directe depuis Hades des teneurs en nitrate de mon captage, ou alors en téléchargement. Concernant les eaux superficielles, donc les données, juste les données du contrôle sanitaire des ARS, je crois qu'il y a un ou deux transmissions des données du contrôle sanitaire par an pour alimenter le site ADES. C'est pas tout étendu. Euh, c'est concernant les superficielles, c'est quand même un vaste sujet en Bretagne. On t'entend plus Assez bien, chaud. Véronique, hein. Je ne sais pas s'il n'y a que moi, mais je t'entends en voix de robot, là. Qu'il n'y a que moi, dites-moi, Estelle et... Ouais, Non, non, moi, pareil, je l'entends pas ouais, non pareil. plus. Ouais. Rien du tout. Vas-y, retente, Véronique. Ce micro 1, 2, Oui, là, c'est bon. allô? Oui, on t'entend. Non, c'est bon là? Oui. J'ai un message de test de connexion à malheureusement. Vous dites hein, quand je m'arrête. Vas-y. Donc, pour les données des eaux superficielles, depuis quelques mois, les données du contrôle sanitaire des ARS commencent à alimenter le site NIAD, qui est le site de reporting européen sur la qualité des eaux de surface. De la même manière, donc je vous ai mis le lien, de la même manière, vous cliquez sur accéder aux données et aux données physico-chimiques et vous pouvez retrouver des ressources eau potable et les données du contrôle sanitaire. Par contre, euh, vous ne pouvez pas trier pour avoir les données du contrôle sanitaire ARS. Donc moi, j'ai trouvé le trieux au Pont-Caffin, par exemple, en tapant cours d'eau trieux, mais on ne peut pas filtrer par fournisseur de données si on veut ne télécharger que les données du contrôle sanitaire des ARS. Sinon, l'ensemble, donc ça c'est pour les transmissions de données, enfin l'accès aux données des ressources simplifiées sur Hades pour les eaux souterraines, sur Naiad pour les eaux superficielles. Maintenant, l'ensemble des données du contrôle sanitaire sont disponibles en téléchargement sur le DataGouv euh, avec une transmission, en fait, une alimentation mensuelle. Là, vous voyez le fichier de février 2025 de l'ensemble des données du contrôle sanitaire qui a été publié. Donc, tous les mois, il y a une transmission, une publication 2 mois plus tard, à l'issue du mois. Et puis ensuite, il y a un rattrapage annuel. Là, c'est ce qu'on voit en bas de la diapo. L'ensemble de l'année 2024 qui a été publié. Dans chacun de ces fichiers zip, on trouve les données au niveau des prélèvements et résultats sur les captages, les prélèvements et résultats sur les stations, les prélèvements et résultats sur le réseau de distribution. Mais à chaque fois, c'est France entière. Voilà. Donc c'est très bien quand derrière, on a constitué à partir de ces données une base de données intégrale France entière, mais quand il s'agit juste de retrouver le captage du Trieux à Pont-Caffin, c'est quand même plus simple d'aller directement sur Naiad euh, que d'aller chercher au milieu de tout ça. Plus tard, il y aura sûrement des choses plus simples à votre disposition, mais pour l'instant, c'est ça qui existe. Il n'est pas impossible que assez prochainement, on fasse travailler l'OEB pour justement que soit mis à disposition plus simplement pour les partenaires bretons les données du concours sanitaire sur les ressources en allant piocher ces données-là et en les rendant plus facilement disponibles. Voilà pour l'accès aux données sur les périmètres de protection et sur les résultats du contrôle sanitaire. Maintenant, en ce qui concerne la démarche de révision des périmètres de protection, voyons le cadre. Le cadre, comme disait Estelle tout à l'heure, n'est ni plus ni moins
le cadre de révision, que le cadre de mise en place d'un périmètre de protection qui, normalement, se fait en lien avec la démarche d'une autorisation de captage. Une autorisation de captage se fait au titre de l'usage, comment dire, implique plusieurs codes, plusieurs réglementations. Il y a d'un côté le code de la santé publique pour la notion d'usage d'une ressource au titre des eaux destinées à la consommation humaine. Il y a le code de l'environnement qui est impliqué parce qu'il y a une utilité publique de la dérivation des eaux et puis une autorisation au titre du code de l'environnement pour le prélèvement. Et éventuellement, il y a une enquête parcellaire dans ce cadre-là et elle renvoie au code de l'expropriation. Vous voyez que des réglementations sont entremêlées. Au titre du code de l'environnement, la dérivation des eaux, l'autorisation de prélèvement. Au titre du code de la santé publique, l'autorisation d'usage aux destinés à la consommation humaine et adossé à cet usage, en fait, adossé à l'autorisation à, à l'utilité publique des travaux de prélèvement, donc code de l'environnement, puisqu'il y a un usage eau potable, va être déterminé un périmètre de protection, de captage. Donc c'est une procédure liée, code de la santé et code de l'environnement, adossée à la procédure d'utilité publique des travaux de prélèvement. Le périmètre de protection comporte 3 zones. Un périmètre immédiat, il doit appartenir aux bénéficiaires de la DUP, il est de petite taille, il doit être clos. Et en gros, tout y est interdit, sauf l'usage du captage. Un périmètre de protection rapproché, où sont interdits ou réglementés des activités dont la vocation est la protection de la ressource vis-à-vis des possibles dégradations. La surface est plus importante, comme on a vu tout à l'heure, quelques hectares ou quelques dizaines d'hectares, et peut faire l'objet d'une matérialisation sur le terrain, d'une signalisation. Il peut aussi être ajouté un périmètre de protection éloigné. Lui, il est facultatif et ne contient pas d'interdiction, mais uniquement des réglementations. On en a très très peu en Bretagne, des périmètres de protection éloignés. La révision d'un périmètre de protection, au niveau dans ce cadre, on dirait, en gros, la logique, c'est d'être lié à cet article du Code de la santé, le 1321-12, qui dit que lorsqu'il y a une autorisation existante, mais que les prescriptions ne sont plus suffisantes, un arrêté modificatif, en tout cas l'autorisation peut être réinterrogée sur l'initiative du préfet, sur proposition de l'ARS ou à la demande du titulaire. C'est exactement ce qui a été mis en œuvre dans les Côtes d'Armor, compte tenu de l'observation de métabolites dans les ressources, puisque à la base c'était surtout ça, le raz-de-marée d'observation des amétolachlores sur les captages souterrains du département, qui a mis en évidence une sensibilité de quand même beaucoup de ressources souterraines à la contamination par les produits phytosanitaires, et donc amené à la conclusion que les prescriptions existantes et pour la plupart dans ces cas en question assez anciennes et où la réglementation générale avait en gros rattrapé les prescriptions des périmètres de protection pris à l'époque. Donc les prescriptions devaient être actées comme insuffisantes. La sensibilité des ressources. T'as à nouveau perdu, Véronique. À nouveau un robot, la voix. Essaye pour voir. Micro. Alors, Non, c'est pas très bon, non. Non. Est-ce que tu as encore beaucoup de diapos derrière? Sinon, je t'en ai, mais bon, on va
Non, ça marche on peut plus pas, trop là. La visio là, elle ne fonctionne plus. On ça marche t'entend pas. vraiment très très mal. Peut-être Je ne sais pas si diapo Elisabeth suivant. peut tester. Elisabeth? Ah, ça marche là. On t'entend mieux. Ah, ok. On l'essaye vite fait. C'est très fluctuant. Donc, ben ensuite, l'étape, l'organisation administrative, comme on disait, c'est la même pour une révision que pour une procédure d'autorisation initiale. Estelle l'a présenté vite fait. Là, je vous le représente de manière schématique. Il y a eu des études techniques préliminaires, un avis d'hydro d'un hydrogéologue agréé par l'ARS. On les agrée tous les 5 ans. À l'issue de, de l'avis d'Hydro qui va statuer sur la disponibilité de la ressource et sur les mesures de protection qui sont proposées dans le cadre des études préliminaires, le dossier va faire l'objet d'une consultation administrative. Donc, on va solliciter la DDTM, on va solliciter le pétitionnaire, on va solliciter les différents partenaires. Ensuite, à l'issue de cette consultation administrative, le dossier va être soumis à enquête publique. À l'issue de cette enquête publique, un passage au CODERST obligatoire avant l'autorisation préfectorale qui autorise l'usage eau potable, détermine les périmètres de protection et déclare d'utilité publique les travaux de prélèvement. Tout ceci est préalable à la mise en œuvre effective de la protection. Le dossier est défini par, le contenu du dossier est défini par l'arrêté du 20 juin 2007. Information sur la qualité de l'eau, quels sont les risques. Donc ça, c'est l'étude préalable et l'avis d'hydro. L'hydrogéologue, lui, statue sur la disponibilité et les mesures de protection. Et ensuite, l'enquête publique, elle, va dépendre eh bien, de plein de choses. Dans le Québec, le cas présent, est-ce qu'on a déjà une autorisation? Est-ce qu'on a déjà une autorisation de prélèvement? Est-ce qu'il va falloir faire une expropriation ou pas? Et dans ce cas-là, on va avoir des choses supplémentaires à ajouter s'il y a expropriation. Sinon, il faut au moins un état parcellaire. Et sinon, au niveau de l'enquête publique, il faut euh, un plan de situation et une estimation des dépenses. Ça, c'est indépendamment du fait qu'on puisse remettre en cause l'autorisation de prélèvement si on change le débit. Ça donne le dossier complet arrêté du 20 juin 2007, plus éventuellement les éléments nécessaires à l'enquête publique ou à l'enquête parcellaire. Et puis derrière, eh bien, justement, est-ce que il va falloir s'organiser pour articuler les différentes procédures au titre du Code de la santé publique ou au titre du Code de l'environnement. Donc là, ça va être un aller-retour avec la ARS des DTM parce qu'on va devoir passer par telle ou telle étape pour, au final, arriver ou à un arrêté préfectoral unique ou des arrêtés disjoints parce qu'on traitera la partie autorisation de prélèvement d'un côté et périmètre de protection, autorisation au titre du Code de la santé publique de l'autre ou pas. Mais l'instruction peut être totalement commune et ensuite un avis du CODERST commun, mais ensuite on peut avoir des arrêtés différents puisque tout ceci est très imbriqué. Ce qu'on a eu beaucoup jusqu'à présent, c'était des captages qui existaient déjà, donc ça ne remettait pas en cause les autorisations de prélèvement, par exemple. À l'issue de l'autorisation elle-même, eh bien, il y a des choses. Il y a la notification, il y a la publication de cet arrêté, il y a les indemnisations, il y a éventuellement des travaux à réaliser éventuellement dans un certain délai. Il faut peut-être, enfin, d'aucuns choisiront de publier aux hypothèques les contraintes. C'est facultatif, mais ça permet d'y accéder plus facilement. Je me suis permis de rappeler qu'une autorisation au titre du Code de la santé publique, hein, si elle n'est pas utilisée dans un délai de 5 ans, devient caduque. C'est toujours bon à savoir. Mais surtout, à l'issue d'une procédure de périmètre de protection
de révision de périmètre de protection, euh, la vie du périmètre de protection commence et donc s'impose au maître d'ouvrage le suivi des mesures de protection et éventuellement, et ensuite, vous connaissez eh bien l'échéance de 2027 de mise en place de PGSSE. Là, ça ne s'arrête pas à l'arrêté périmètre de protection, au contraire, c'est là que tout commence. Je vous ai remis les références d'un guide global sur la mise en place des périmètres de protection qu'on retrouve sur le site du ministère de la Santé. Merci beaucoup, Véronique, pour la présentation très complète encore. Entre Désolée pour le Estelle son. et toi, effectivement, on a bien balayé ces problématiques de PPC et DUP. Par contre, il y a eu pas mal de réactions dans le chat. Je propose que les personnes prennent la parole, en commençant par, regarde. Ah oui, il y a une question sur les changements de pratique. Albert 35, est-ce que la personne peut prendre son micro? Oui, bonjour. J'avais Bonjour. posé une petite question sur la première présentation par rapport aux aires enfin, sur l'accompagnement des agriculteurs qui étaient proposés. J'aurais aimé savoir si c'était des accompagnements individuels, collectifs, sous quel format. Voilà, Alors, petite précision. ouais, dans le département, il y a des contrats de territoire donc, qui portent des actions sur le bassin versant et, voilà, et qui peuvent, en fait, ça dépend des contrats, mais il peut avoir de la prise en charge. En effet, votre question sur si c'est de l'accompagnement individuel ou collectif, il y a les deux. Je sais qu'il y a donc il peut aussi avoir de la prise en charge de désherbage mécanique. Alors là, je parle en dehors des révisions, hein, mais voilà, il peut avoir des prises en charge de coûts, hein, de passage, de un ou plusieurs passages de désherbage. Mais peut-être que j'ai vu que Céline, tu étais aussi, Kélo, Oui. qui était sur l'ASBA, était dans les participants. Si tu veux compléter, mais voilà, donc en fonction des contrats de territoire, il peut avoir de l'animation individuelle, collective. Après, c'est vrai que nous, dans le cadre des révisions de périmètre, j'ai dit qu'on le proposait, mais on n'a eu aucun agri qui a souhaité en bénéficier ou aller voilà, changer ses pratiques au départ en fait de la révision de périmètre. Je pense qu'ils attendent un petit peu, ils attendent la fin de la de la procédure. Et, mais c'est quelque chose voilà, qu'on propose au départ. Et ça, voilà, et qui est porté par le contrat de territoire bien souvent. Et du coup, je vais jusqu'au bout de ma question. Est-ce que vous faites du lien avec des agriculteurs qui sont impliqués dans des collectifs éco-phyto? Bah, s'il y en a qui sont dans les collectifs, oui, dans les collectifs Ecofito, on peut faire le lien. Après, je vous dis, pendant la démarche de révision qui dure à peu près 3 ans, une période un petit peu pour eux, je pense, d'attente. Et ils attendent de voir un petit peu à quelle sauce ils vont être, ça va se terminer. Donc, pour tout vous dire, c'est vrai qu'il n'y a pas eu, et il n'y a pas eu beaucoup de liens qui a pu se faire pendant la procédure de révision. Et puis, je pense que le fait de partir sur une révision de périmètre, ça casse aussi peut-être ça, parce qu'ils se disent, de toute façon, on va être sur du zéro phyto. Donc, on attend. Et puis, mais sur d'autres captages qui ne sont pas en révision, je sais que ça se fait. Nous, c'est pas notre cœur de métier puisqu'on est on est dans le domaine de l'eau. Mais voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres acteurs du bassin versant qui peuvent faire part de leur expérience sur ces démarches-là dans les périmètres de protection, parce que ce sont souvent des démarches au niveau des bassins versants. Mais voilà. Merci. Mm. Il y avait Maïna Prigent là qui pouvait répondre peut-être sur l'accompagnement financier. Je sais pas si Maïna, tu es toujours avec nous. Bonjour, si, je suis là. J'ai mis un petit message dans le chat justement pour préciser les choses.
L'agence de l'eau peut effectivement cofinancer du conseil auprès des exploitants, que ce soit du conseil individuel ou collectif. Néanmoins, il faut que ça s'inscrive dans une démarche pluriannuelle, donc type accord de territoire. Et dans le cadre du nouveau programme d'intervention de l'agence, ces financements sont accessibles sur certains territoires prioritaires et notamment les aires d'alimentation de captage prioritaires. C'est pas forcément tous les captages en fait Mm. qui peuvent Mhm. bénéficier de financement. Oui, On peut aussi accompagner sur les captages sensibles, mais sensibles au regard de la nouvelle réglementation et donc d'une liste de captages qui pour l'instant n'est pas encore définie. ouais, merci. Il y a Alan Guillou aussi qui a mis une question dans le chat sur les légumineuses. Sont-elles autorisées? Non, les cultures sont pas autorisées, c'est que de l'herbe en fait, dans la zone très sensible. D'accord. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. C'est en pleine réflexion là, quand je vous parlais de la révision de notre protocole départemental de protection. On va probablement réintroduire une zone qui s'appellera la zone sensible. Euh, Là, je vous ai parlé de la zone très sensible, la zone complémentaire, mais on va maintenir une zone sensible possible dans les périmètres de protection en herbe ou en bois. Il n'y aura pas non plus de culture possible, mais avec un peu de fertilisation possible. Ok. Mm. Peut-être qu'Alan, si tu es en ligne, prends le micro, parce que ta question est longue, et aborde d'autres sujets que les légumineuses. Alan? Ah, on a perdu Alan. Du coup, on va peut-être passer plutôt à Laetitia. Est-ce que Laetitia Arbil-Loquet est avec nous? Non. Les gens sont partis peut-être entre-temps. Ils n'osent pas prendre le micro. Céline, Kélo. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. Alors j'avais une petite question pour Véronique, c'était par rapport au site Carto. En fait, on a bien la délimitation des périmètres immédiats, rapprochés, étendus. Et par contre, il n'y a pas la délimitation précise, sensible, complémentaire, qui est importante, en tout cas chez nous, ou dans les Côtes d'Armor. Est-ce que ça va évoluer, cette chose-là? Oui, tout à fait. C'est appelé à évoluer. Malheureusement, il faudra encore attendre un petit peu. Euh, Avec un peu de chance, on retrouve la partition en annexe de l'arrêté, puisque maintenant, les arrêtés systématiquement comportent la carte qui est Mm. annexée. Donc, on peut retrouver ça. Ça fait partie des évolutions prévues de Carto. En fait, à la base, puisque le Code de la santé publique ne prévoit que trois périmètres, immédiats, rapprochés, éloignés, Carto, à la base, a été construit uniquement sur ces trois délimitations. Mais comme on est plusieurs régions à avoir un sous-découpage de périmètres de protection rapprochés, la doléance a été prise en compte et fera l'objet d'une version bêta de Carto. Encore un peu de patience. D'accord. Et donc après, il y avait la question sur le délai par rapport au GPU, au versement des données périmètres sur le géoportail de l'urbanisme. C'était juste pour avoir une petite idée du délai. Euh, Ça sera pas 2026, D'accord, ouais. Parce que du coup, c'est de la donnée qui est demandée par nos services urbanisme dans le cadre des révisions de évidemment. PLU, le Bien PLU. évidemment. Voilà, c'était pour avoir une petite idée. Merci. Tout à fait. Pas encore tout de suite. Donc, vous revenez vers nous. Bon, sinon, il y a toujours les mêmes questions et c'est bien normal sur le futur arrêté point de prélèvement sensible. Hein, donc, puisque ça a un lien avec ce qu'a dit tout à l'heure Maïna sur les financements qui sont sur des territoires prioritaires. Donc, à ce jour, les captages prioritaires et les points de prélèvement sensibles à venir. Et non, pas de date de figée. C'était annoncé pour fin de l'année. Mais on n'est pas à l'abri encore d'un retard vu le contexte gouvernemental.
Là-dessus, nous, on fait partie d'un groupe de travail avec la FNCCR. Donc, la FNCCR a rendu sa copie cet été par rapport à la manière dont elle voyait les choses. Et eux, ils considèrent, enfin, ils proposent en fait de considérer un captage sensible, c'était 80% de la norme au traité, en prenant uniquement les pesticides pertinents. Hmm. Ça a été leur... C'est ce qu'on a eu comme nouvelle, mais rien n'est Mm, encore vraiment figé dans cet arrêté non. en construction. Y a-t-il d'autres interventions que je n'ai pas vues dans le chat? Non. Il est déjà 12h10. On a un petit peu dépassé, mais le sujet était intéressant et complexe. Merci en tout cas à Estelle et Véronique pour leur intervention. Si une dernière